Salut tout le monde, c'est Sam. Aujourd'hui, on va parler des principales difficultés que peuvent rencontrer les couples franco-japonais. Et croyez-moi, il y en a pas mal. Contrairement à certains, je vais déjà me baser sur mon expérience personnelle, parce que même si j'ai pas eu 50 aventures, je me dis quand même qu'avoir déjà eu au moins une relation sérieuse avec une japonaise, c'est quand même pas pire pour pouvoir en parler. Évidemment, toute cette vidéo ne va pas reposer sur mes quelques histoires et j'ai aussi demandé à plusieurs Français en couple depuis longtemps de me donner leur avis sur tout ça. Alors oui, l'échantillon reste assez réduit, mais il y a quand même des tendances claires et des défis que la plupart des couples franco-japonais semblent quand même rencontrer. Bien entendu, chaque personne et chaque relation est différente, je le sais, donc je vais éviter autant que possible de sortir des phrases du genre les japonais sont comme ci ou tous les couples franco-japonais sont comme ça parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais si par hasard j'en laissais passer un ou deux, pas la peine de venir gueuler comme des putois dans les commentaires. Donc même si je ne le répéterai pas tout le long de la vidéo, je parlerai toujours de tendance et je sais très bien que tout le monde ne peut pas rentrer dans des cases. Autre petite précision avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais surtout parler des couples entre un Français et une Japonaise et vivant au Japon, tout simplement parce que c'est mon cas et celui de la plupart des personnes que j'ai interrogées. Un couple installé en France ou ailleurs se reconnaîtra probablement dans certains points que je vais aborder, mais je me doute bien qu'ils auront aussi d'autres types de problèmes à gérer. Fin des préliminaires, on entre enfin dans le vif du sujet. Avant même de sortir avec une japonaise ou avec un français, il y a déjà deux gros problèmes à mon avis. D'un côté les stéréotypes et de l'autre les raisons pour lesquelles certaines personnes veulent sortir avec un français ou avec une japonaise. Vous le savez, mais les clichés on l'a vu dur et c'est pas les réseaux sociaux qui risquent d'arranger ça. Combien de fois j'ai vu des gens dire les japonais sont comme ça, ne sortez pas avec une japonaise parce que si ou parce que ça. Et c'est pas mieux de l'autre côté, hein. Il y a par exemple des bouquins qui sont écrits par des japonaises installées en France, qui vivent dans des bulles, dans de beaux quartiers parisiens, et qui disent que tous les Français font ci ou que les Français sont tous comme ça. Résultat, dans les deux pays, il y a des gens qui prennent tout ce qu'ils entendent pour la vérité absolue et ils tombent de haut quand ils se retrouvent en couple. Niveau stéréotype positif, qui n'a jamais entendu dire que les Japonaises étaient douces, timides et soumises, qu'elles acceptaient que leur mari paye une professionnelle s'il était en manque, et côté négatif, combien de fois vous avez vu des gens les critiquer en disant qu'elles étaient seulement intéressées par l'argent ou encore que les hommes japonais détestaient les femmes. Bonjour. Ah, m'adresse pas la parole, hérétique, démon! Excusez-moi, pour moi les femmes, j'aime pas ça, c'est de la saloperie. Je suis sûr que j'en oublie, mais vous voyez où je veux en venir. Il y a bien des comportements plus répandus ici qu'en France par exemple, mais chaque japonaise et chaque français est différent. En plus, beaucoup des comportements énoncés concernent surtout les japonaises en couple avec des japonais, mais je pense quand même que la majorité des japonaises qui se mettent avec un étranger sont un peu différentes des autres japonaises, ou le deviennent sous l'influence de leur partenaire. Elles parlent souvent un peu la langue de l'autre ou l'anglais, elles ont voyagé ou même habité à l'étranger, elles s'intéressent à la culture de l'autre pays et elles ne veulent pas ou ne peuvent pas reproduire le schéma du couple japonais classique, on va dire. En tout cas, d'après mon expérience, leurs comportements et leurs attentes peuvent quand même pas mal changer selon qu'elles soient en couple avec un japonais ou avec un étranger. Du côté des stéréotypes sur les Français, ça va peut-être vous étonner, mais c'est plutôt positif, et même je dirais trop positif. Certaines japonaises qui sont jamais allées en France imaginent qu'on est tous beaux, romantiques et polis, que Paris c'est propre, ça sent la rose et c'est la ville de l'amour. Tout ce qu'on entend dire sur le net ou ailleurs n'est pas systématiquement faux bien sûr, mais préférez quand même prendre tout ça avec un peu de recul et croyez plutôt des gens qui habitent ou qui ont habité plusieurs années au Japon et qui ont eu de vraies relations avec des japonaises ou des japonais. Ce ne sera pas parfait, mais ce sera certainement plus fiable que des gens qui n'habitent pas ici ou dont la relation la plus longue avec une japonaise est de 10 jours. Maintenant, pour ce qui est des raisons de se mettre en couple, on en a déjà parlé dans des interviews et dans des lives avec Julien de Osaka, mais les gars qui disent « je veux avoir une copine ou une femme japonaise » alors qu'ils sont jamais venus au Japon, qui parlent pas japonais et qui n'ont jamais rencontré la moindre japonaise de leur vie, s'il vous plaît, arrêtez d'être bêtes 2 secondes. Les japonaises, c'est pas des objets ou des animaux de compagnie, ce sont des personnes avec leur caractère, leur histoire, leur goût, et il se trouve juste qu'elles sont nées au Japon. Jusqu'à preuve du contraire, une nationalité, c'est pas une raison suffisante pour vouloir vivre avec quelqu'un. À part pour avoir un visa, oui, mais là on parle plus vraiment de relations amoureuses. Pas de raison de tacler que les Français, hein. Les japonaises qui veulent sortir avec un étranger n'importe lequel, c'est pas mieux. Honnêtement, ça existe, mais entre nous j'en ai jamais rencontré en 13 ans ici. Mais bien sûr, si vous traînez tout le temps à Roppongi, à Shibuya, dans des bars bourrés d'étrangers, faudra pas s'étonner si la japonaise que vous avez rencontrée là-bas a déjà eu une liste longue comme le bras de copains étrangers. Enfin, dans tous les cas, je dirais que si vous vous mettez avec quelqu'un seulement pour les raisons dont je viens de parler, il y a quand même peu de chances que votre couple fonctionne très longtemps. Après attention, hein, même si vous vous mettez avec une japonaise pour de bonnes raisons et que vous n'avez pas de clichés en tête, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. En fait, je dirais que vous êtes juste arrivé sur la case départ et que les difficultés vont commencer maintenant, en commençant par le plus évident,
la langue. Ben oui, parce que vous m'avez pas attendu pour savoir que dans tous les couples internationaux, la barrière de la langue peut poser des problèmes. Mais c'est encore plus vrai ici, puisque le français et le japonais sont des langues vraiment très différentes. Si, je vous jure. Quoi? Dis-moi pas que c'est pas vrai! Bien entendu, l'écriture, la grammaire, la prononciation n'ont pas grand-chose en commun, mais je trouve qu'une des principales difficultés, c'est qu'en français et dans d'autres langues, tout est dit clairement. Et si on met de côté le second degré ou l'ironie, il y a quand même peu de chances de ne pas comprendre une phrase ou une situation si on maîtrise un tant soit peu la langue. Mais en japonais, c'est pas du tout la même chanson. Par exemple, il n'y a pas de sujet, il y a très peu de temps grammaticaux, et il est très important de lire entre les lignes ou de deviner un peu ce que l'autre veut dire en fonction de la situation. C'est aussi culturel, mais la langue y est pour beaucoup. Et tout ça, ça fait que c'est vraiment pas évident de communiquer et que ça demande un temps d'adaptation et une certaine ouverture d'esprit. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Petite parenthèse, si vous parlez tous les deux une autre langue étrangère, l'anglais au hasard, vous pourrez communiquer plus facilement, bien sûr, mais à moins d'avoir un excellent niveau tous les deux, ça causera aussi parfois des difficultés dans le couple, et bien sûr, ça servira strictement à rien pour toutes les interactions du quotidien qui auront lieu avec d'autres japonais ne parlant pas ou très peu anglais, et ça pourra donc avoir un impact indirect sur votre vie de couple. Fin de la parenthèse. Je disais donc que la barrière de la langue se faisait peut-être plus sentir dans un couple franco-japonais que dans d'autres couples. Et même si on parle couramment japonais, on passera encore souvent à côté de nuances. Il arrivera forcément qu'on n'ait pas les références culturelles nécessaires pour comprendre certaines tournures, qu'on manque de vocabulaire et qu'au final, ça crée des malentendus qui peuvent facilement dégénérer en dispute si on ne fait pas attention. Donc déjà, premier conseil qui vient de moi et d'un français avec un très bon niveau en japonais avec qui j'en ai parlé, merci David. Dès que vous sentez qu'il y a une tension quand vous discutez avec votre partenaire, vérifiez ce qu'il a voulu dire ou que le mot que vous venez d'utiliser a bien le sens que vous pensez. Il peut arriver qu'on veuille utiliser une expression ou une tournure française en se contentant de traduire les mots un par un en japonais, mais au final le sens peut devenir assez différent et provoquer une dispute, alors qu'on ne pensait pas forcément à mal. Avant de vous énerver, toujours reformuler ou s'assurer du sens des mots. Rien qu'en faisant ça, je pense qu'on évite pas mal de soucis. Le fait de ne pas parler parfaitement la langue de l'autre peut aussi devenir un vrai boulet sur le long terme. J'en ai déjà parlé un peu dans ma vidéo bilan sur mes 13 ans au Japon. Si vous ne l'avez pas vu, le lien sera quelque part en haut. Mais même si vous vous débrouillez plutôt bien en japonais, il y aura toujours des trucs que vous ne pourrez pas faire seul ou pour lesquels vous serez forcément tenté de vous reposer sur l'autre. Vu qu'il ou elle est natif, il s'en sortira mieux que vous et ça lui prendra moins de temps. Par exemple, si vous devez remplir des formulaires en ligne ou dans une administration, si vous devez téléphoner à un service client quelconque, passer un examen médical, lire les résultats de cet examen, gérer tous les papiers de l'école si vous avez des enfants, et il y en a un bon paquet qui arrive, et je vous parle même pas des déclarations d'impôts, des contrats de location ou des crédits, la liste est sans fin. Toutes les situations où il y aura du vocabulaire un peu technique ou juste des pavés à lire, à moins d'être un dieu en japonais, vous devrez vous reposer sur votre conjoint, ce qui fait qu'il ou elle devra s'occuper de tout ça, en plus du reste, et ça risque de la saouler bien comme il faut. Alors vous allez me dire, oui mais on peut quand même essayer, non? Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Oui, parce que si on comprend mal un truc ou qu'on loupe une information, déjà ça peut se retourner contre vous et finir en dispute aussi, mais ça peut surtout avoir des conséquences plus graves si vous signez un truc que vous n'avez pas bien compris ou que vous oubliez un point super important dans un document. Dans le doute, vaut toujours mieux demander à la personne native du couple de s'en occuper. Et tout ça, ça fait qu'au lieu d'avoir quelqu'un avec qui partager ce genre de tâches, il ou elle aura le sentiment d'avoir quelqu'un à charge qui ne peut pas forcément se débrouiller seul. Au début, ce sera sûrement pas un problème, on est toujours ravi d'aider l'autre, on est tout gentil, mais sur le long terme, croyez-moi, ça peut gaver. Le partenaire japonais devra s'occuper de presque tout, et le partenaire français de son côté pourra avoir le sentiment d'être inutile ou d'être pris pour un débile s'il essaye de faire des trucs mais qu'il fait des bêtises. Donc des deux côtés, ça peut quand même provoquer pas mal de frustration. En plus, si on ne maîtrise pas parfaitement la langue, ça peut aussi être compliqué d'exprimer ses sentiments et de comprendre les intentions de l'autre personne. Ça gêne la communication quand on veut expliquer des trucs ou quand on se dispute, et je vous parle même pas des inconvénients hors du couple, mais qui peuvent finalement avoir un impact sur le couple. Vous pouvez avoir plus de mal à trouver du boulot si votre niveau de japonais n'est pas assez bon. Vous pouvez avoir du mal à communiquer avec la belle famille ou avec les amis, dire involontairement des choses bizarres ou déplacées à des gens que vous rencontrez, que ce soit à l'école ou au bureau. Bref, il y a beaucoup de situations comme ça. Au passage, un conseil de base pour en éviter quelques-uns, laissez tomber l'humour, le second degré et l'ironie avec toutes les personnes que vous ne connaissez pas. Au mieux, on ne comprendra pas, ou il faudra vous expliquer pourquoi c'est drôle. Michael cul à mouton, drôle. C'est l'humour, ça. Et au pire, vous passerez pour quelqu'un de chelou. Quoi que vous fassiez, je pense que vous échapperez jamais complètement à la barrière de la langue.
Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de diminuer tous les soucis liés à la langue en apprenant le japonais. Ou si l'autre apprend le français, mais franchement, si vous vivez au Japon et que vous voulez avoir une relation sérieuse et vous intégrer ici, il n'y a pas photo, il vaut quand même carrément mieux que vous appreniez sérieusement le japonais. Et pour faire ça, la meilleure solution, c'est bien évidemment de venir au Japon dans une école de japonais pour étudier la langue tous les jours pendant au minimum 1 an, je dirais, idéalement 2 ans. Par contre, je suis bien placé pour savoir que c'est un énorme investissement en temps et en argent, et que tout le monde ne peut pas forcément le faire. Mais vous avez la chance parce que maintenant, il existe quand même pas mal d'outils et de moyens de commencer à apprendre le japonais de chez vous, chose qui n'existait pratiquement pas il y a encore 20 ans. Vous avez des tonnes de ressources gratuites en ligne, vous avez des chaînes YouTube, vous pouvez regarder des animés, des dramas ou des films japonais en ligne, ce qui est d'ailleurs très bien pour l'écoute, mais c'est pas seulement avec ça que vous arriverez à apprendre la grammaire, la structure des phrases et encore moins à améliorer votre prononciation. Chose que vous pouvez faire par contre avec une application comme Rosetta Stone. On ne la présente plus, elle est dispo sur ordi, tablette et smartphone et avec elle vous pourrez apprendre 25 langues dont l'anglais, le coréen et ce qui nous intéresse aujourd'hui, le japonais. Vous y apprendrez les bases de la langue de façon ludique et en totale immersion sans traduction. La méthode se base d'ailleurs sur la capacité naturelle de votre cerveau à apprendre de manière logique, comme pour votre langue maternelle. En plus, il y a un système de reconnaissance vocale qui est vraiment bien foutu et qui vous sera très utile. Watashitachi wa toshokan ni ikimasu. Watashitachi wa toshokan ni ikimasu. Parce qu'en japonais ou en français, la prononciation c'est crucial et je le dis souvent à mes élèves qui apprennent le français. Ça sert à rien de connaître du vocabulaire et de la grammaire si on ne vous comprend pas. En japonais, il y a notamment des sons allongés qui peuvent changer le sens des mots. Il y a des petites sous qui peuvent doubler des consonnes. Voilà, ça m'arrive encore souvent, malgré mon bon niveau et mon long séjour ici, de me tromper. Bref, cette fonction de reconnaissance est vraiment top, alors je vous encourage vraiment à essayer l'application si vous avez envie de commencer à apprendre le japonais, mais que vous ne pouvez pas forcément venir sur place dans une école. Et puis ce que vous apprendrez avec Rosetta Stone sera utile de toute façon si vous prévoyez de venir pour étudier ici. Vous allez pouvoir écouter du japonais, lire des textes adaptés à votre niveau et vérifier votre prononciation. Si vous ne pouvez pas être entouré de japonais, c'est vraiment une bonne alternative pour apprendre la langue. Alors, pour que la barrière de la langue soit beaucoup moins gênante dans vos futures relations, jetez un œil au lien dans ma description pour bénéficier d'une réduction de plus de 50% sur leur offre Lifetime qui vous donne un accès à vie aux 25 langues dispo sur l'application. On revient à nos moutons avec 2 autres trucs qui sont liés et qui peuvent aussi être à l'origine de pas mal d'incompréhensions. C'est d'une part la fréquence des messages ou des appels dans le couple et d'autre part l'indépendance. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de japonaises ne sont vraiment pas pressées pour répondre aux emails ou aux messages sur Line par exemple. Mais attention, c'est pas parce qu'une japonaise vous répond pas pendant plusieurs heures ou même plusieurs jours alors qu'elle a bien lu votre message que c'est mort. Pas du tout. C'est un truc qui revient très souvent quand j'en parle avec des Français en couple avec des japonaises, donc restez patient et comprenez bien que les comportements par rapport aux messages sont pas forcément les mêmes ici. C'est comme par exemple quand on veut voir quelqu'un au Japon, que ce soit romantique ou juste pour sortir avec des amis. Faut prévoir ça plusieurs semaines à l'avance. Donc si vous invitez une femme à sortir dans 3 jours et qu'elle refuse, c'est peut-être juste que vous vous y êtes pris beaucoup trop tard et qu'elle a déjà des projets qu'elle ne va pas annuler au dernier moment pour vos beaux yeux. Entre les sorties avec ses collègues, sa famille, les heures sup, les activités, les amis et tout le reste, vous avez intérêt à croiser les doigts pour qu'elle ait un créneau et surtout à vous y prendre bien à l'avance. Un autre truc vraiment pas pareil, c'est donc l'indépendance dans le couple. En France, corrigez-moi si je me trompe ou si ça a complètement changé depuis que je suis au Japon, mais à partir du moment où on est en couple, on fait tout ou presque à 2. Et si on sort seul, l'autre c'est où, avec qui, comment et pourquoi. Ici, c'est extrêmement rare qu'un ou une japonaise aille voir ses amis en venant avec son mec ou sa copine. Par exemple, un des trucs qui m'avait étonné la première fois, c'est qu'il arrive souvent qu'un japonais soit invité au mariage d'un ami ou d'un collègue et qu'il rencontre pour la première fois le ou la mariée le jour de la cérémonie. Autre chose de tout à fait normal ici mais inimaginable en France, c'est la fréquence à laquelle les gens en couple se voient. J'ai très souvent rencontré des japonaises et aussi entendu dire à droite à gauche qu'un couple de japonais qui se voyait une fois par semaine, c'était déjà vraiment beaucoup comparé aux autres couples. Donc ne soyez pas choqués ou déçus si votre petit ami se contente de vous voir une fois par semaine. Pour vous, ce sera très peu, mais en fait, pour ici, c'est déjà pas mal du tout. Alors après, la plupart des couples franco-japonais que j'ai rencontrés, c'est quand même ce qui nous intéresse aujourd'hui, se voyaient plus souvent. Mais gardez quand même en tête que c'est pas une évidence pour les japonaises de voir leurs copains une fois par semaine et encore moins tous les jours. Cette indépendance et cette distance font qu'au final, dans la plupart des couples 100% japonais, en plus du temps passé ensemble, chacun vit un peu sa vie de son côté, sans forcément que l'autre sache ce qu'il fait. C'est beaucoup moins vrai dans les couples franco-japonais, parce que sous l'influence du partenaire français, ça se rapproche quand même plus de ce qu'on connaît en France, mais j'ai quand même l'impression que c'est jamais au même niveau et que ça dépend surtout beaucoup du partenaire japonais.
Donc mon conseil à 2 sesterces pour que ça se passe le mieux possible avec votre moitié, sachez qu'il y a cette distance dans le couple et acceptez-la, surtout au début. Vous devez avoir assez confiance en l'autre pour éviter de devenir collant et lui poser 1000 questions, parce que forcément, ça va pas le faire. Par exemple, si vous sortez avec une japonaise depuis pas longtemps et qu'elle vous dit qu'elle va avoir des amis, elle va certainement pas vous proposer de venir. Mais bon, même si vous êtes un petit peu inquiet, vous devriez arriver à prendre sur vous. Maintenant, si elle vous dit qu'elle va participer à une soirée arrosée entre collègues avec 80% de mecs dont des célibataires, qu'elle va prendre un verre seul avec 2 collègues masculins le soir, ou encore qu'elle va passer un dimanche à se balader en voiture avec une collègue et 3 mecs de sa boîte, je pense qu'en étant français, vous allez quand même avoir tendance à vous faire quelques films et à lui demander des comptes. Mais c'est pas bien, faut prendre sur vous et arrêter de voir le mal partout. C'est pas les occasions qui manquent d'être jaloux ou de s'inquiéter pour elle, mais c'est comme ça ici et il y a généralement pas grand chose à craindre. D'abord parce que la grande majorité des Japonais ne sont pas comme les Français, ou les Italiens, les Espagnols, ou la plupart des autres hommes de la planète. Il y a bien quelques crevards, mais globalement, les hommes japonais sont quand même très soft et ne pensent pas qu'à ça. Il y en a même beaucoup qui n'y pensent pas du tout. En plus, depuis quelques temps, au moins dans les grandes boîtes, tout le monde fait très attention à ne pas faire la moindre remarque ou le moindre geste qui pourrait être pris comme du harcèlement sexuel. Donc, a priori, il n'y a pas trop besoin de s'inquiéter de ce côté-là. Je vous conseille quand même d'en parler avec votre partenaire pour lui dire si ça vous gêne et lui expliquer que c'est pas du tout comme ça en France, mais n'allez pas vous disputer non plus. On ne le répétera jamais assez, mais c'est pas parce que quelque chose nous plaît pas ou que c'est pas comme ça d'où on vient qu'il faut forcément le critiquer ou essayer de le changer. Et cette remarque est d'ailleurs valable pour une infinité de sujets. Dans 99% des cas, c'est pas au Japon ou aux Japonais de changer, c'est à vous, à moi, de nous adapter et d'accepter la réalité sur place. Parce que si on n'en est pas capable, eh bien, notre vie ici et surtout notre couple risque de vite sentir le sapin. Enfin voilà, il y a beaucoup plus d'indépendance dans le couple ici qu'en France, vous l'avez compris maintenant j'espère, et il faut arriver à l'accepter. Mais il ne faut pas non plus renier ce qui fait de nous des Français. Une pointe de jalousie, un petit message pour dire à l'autre d'être prudent parce qu'on s'inquiète, ou essayer de l'avoir le plus souvent possible, ça lui plaira probablement. Parce que si elle est avec un étranger et pas avec un japonais, c'est peut-être justement parce qu'elle cherche un autre type de relation. Donc, ultime conseil, soyez vous-même, mais pas trop. Autre point délicat, les différences de comportement et de caractère. Je vais ultra simplifier parce que c'est pas le thème principal de la vidéo et que ça a déjà été dit 100 fois ailleurs et sur cette chaîne. Mais au Japon, on évite à tout prix l'affrontement. On essaye de pas trop faire de vagues, on ne se plaint jamais même si on devrait parfois, et on ne se mêle pas directement des affaires des autres, même si encore une fois, il y a des situations où ce serait pas plus mal, mais passons. De l'autre côté, en France, on n'hésite pas à le faire savoir quand quelque chose nous dérange. On adore se confronter aux autres et faut bien le dire, tout le monde a un avis sur tout et on est les meilleurs pour râler. Étant français, je suis aussi comme ça, évidemment. Et si ces comportements peuvent être jugés comme positifs en France, ils le sont pratiquement jamais au Japon. Ni en public, vous vous en doutez, ni dans le couple, et ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc si vous adorez parler fort, râler, vous plaindre ou débattre, non seulement vous aurez du mal à vous intégrer une fois sur place, mais surtout vous risquez de gêner votre partenaire. Autre énorme différence, c'est l'humour. Si vous êtes français, il y a de grandes chances que vous aimiez l'humour noir, le second degré, l'ironie, et j'en passe. Et bien ici, laissez tomber, tout ça n'existe quasiment pas. Vous avez plus de chances de gagner au loto que de trouver une japonaise qui comprend et qui apprécie tout ça. Donc si pour vous l'humour dans un couple est vital, à moins de tomber sur la perle rare, ça risque de pas trop le faire. Depuis que je suis ici, j'ai rencontré seulement une japonaise qui appréciait ça, mais elle avait un super niveau de français, elle avait vécu en France et c'était clairement une exception. Un autre truc qui à mon avis peut vraiment menacer certains couples, c'est les différences qu'il y a dans les critères et les attentes vis-à-vis du partenaire. En France, j'ai quand même l'impression qu'on n'a pas tant d'attentes que ça en termes de position sociale et de revenus, même si bien sûr on peut en avoir beaucoup plus en termes d'apparence ou de caractère. J'ai l'impression qu'au Japon c'est plutôt le contraire. Pour simplifier, la vision du couple est très différente et si en France c'est romantique, au Japon, pour beaucoup de monde, le but est plutôt de trouver une personne stable avec qui on s'entend bien pour pouvoir fonder une famille et vivre ensemble. Le côté physique ou romantique est souvent secondaire ou carrément hors sujet. Beaucoup de japonaises ont en tête que le mari doit avoir un bon revenu stable, mais je le répète pour ceux qui n'ont toujours pas imprimé, ça imprime pas. Ça imprime toujours pas. Ça imprime toujours pas. Ça ne veut pas du tout dire qu'elles sont toutes intéressées que par l'argent. Oui, il existe encore pas mal de japonaises qui rêvent d'être femmes au foyer et de se faire entretenir. Il y en a aussi qui considèrent comme une évidence que l'homme paye tout et qui peuvent mettre fin à une relation tout de suite parce qu'il aura osé demander qu'elle lui paye un café
après qu'il ait payé un restaurant luxueux et un voyage. Donc si vous ne voulez pas devenir un portefeuille ambulant, vérifiez quand même le point de vue de votre copine ou demandez-lui simplement si elle veut continuer à travailler une fois mariée. Malgré ça, je pense quand même que dans la majorité des cas, si elle cherche quelqu'un avec une situation correcte, c'est juste qu'elles savent très bien que la vie peut coûter cher, particulièrement si on a des enfants et qu'on aimerait qu'ils fassent des études. Et aussi que sans un bon revenu, on aura une retraite de misère. Même si c'est loin pour la plupart d'entre vous, il faut quand même y penser et les japonaises y pensent. J'ai déjà parlé plusieurs fois des écoles maternelles, des crèches, des horaires au primaire, des cours du soir, des activités pour les enfants, donc je ne vais pas toujours faire. Mais pour pouvoir payer tout ça, il faut que les deux bossent à temps plein, avec un bon salaire pour pouvoir payer les frais de garde, ou qu'un des deux gagne suffisamment pour que l'autre s'occupe des enfants. Pour ça, il y a des choix à faire et c'est donc logique que la stabilité financière soit un point plus important ici qu'en France par exemple. Les Japonais dans leur ensemble sont aussi réputés pour aimer épargner et donc commencer une vie à deux avec 0 yen sur le compte, ça peut faire vraiment l'effet d'une douche froide sur certaines personnes, que ce soit votre futur partenaire ou sa famille. Je dis pas que si vous n'êtes pas riche avec plein d'économies, vous trouverez jamais personne, mais avoir un faible revenu, 0 économie, ça va évidemment pas jouer en votre faveur. C'est pas le cas de tout le monde, mais la plupart des Français que j'ai rencontrés et qui sont installés ici sont arrivés au Japon en étant déjà adultes et souvent même après leurs 30 ans. Ce qui fait qu'à part quelques profils très qualifiés dans des domaines qui recrutent, la plupart des autres, moi le premier, ont débarqué ici et sont repartis de zéro au niveau professionnel. Ça veut généralement dire commencer avec des salaires bas et faire des petits boulots pour commencer. Idéalement, il faudrait venir le plus tôt possible au Japon pour avoir une situation relativement stable avant de vous caser et de penser à fonder une famille. Si vous rencontrez la bonne personne et que vous êtes amoureux, tout peut très bien se passer entre vous, mais ça peut aussi faire peur et menacer votre belle histoire. Par contre, ce qui est plus facile ici, c'est qu'en général, les japonaises n'ont pas trop d'attente pour le reste. Et en faisant le minimum syndical en France, on passe assez facilement pour une personne romantique, attentionnée et qui fait énormément de choses à la maison. Il y a un truc tout simple, par exemple, qui manque à beaucoup de japonaises dans leurs relations avec des japonais, mais qu'elles vont trouver plus facilement avec des étrangers, c'est ce qu'on appelle ici le skinship. C'est-à-dire en gros les contacts physiques qui renforcent la relation et qui montrent à l'autre qu'on tient à lui. Par exemple tenir la main, faire un câlin, toucher le bras, des choses que les hommes japonais font très rarement. Il y a aussi le fait de dire des mots gentils, de faire des compliments, très commun dans les relations en France, mais ultra rare ici entre japonais. En un mot, vu que la majorité des hommes japonais font pas tout ça et que la répartition des tâches ménagères au Japon c'est pas vraiment ça, même sans en faire des tonnes, beaucoup d'étrangers marquent des points et peuvent être considérés comme de très bons partenaires de ce point de vue-là. Maintenant, avec les jeunes générations de japonais, c'est en train d'évoluer, mais il y a encore une bonne marge de progression. Et en plus, ils sont de moins en moins à vouloir se marier et fonder une famille. Au sujet des hommes japonais, on peut avoir l'impression que je leur taille un bon costard, mais même si c'est pas le sujet de la vidéo, il y a plein de raisons dans leur comportement que je vais pas aborder ici. La culture, l'histoire, l'éducation qu'ils ont reçue, l'évolution des mentalités entre les hommes et les femmes qui s'est pas fait vraiment à la même vitesse, et bien sûr le rythme de travail. C'est d'ailleurs un ennemi silencieux qui vous attend probablement si vous travaillez au Japon et qui menace la plupart des couples ici, à mon avis. Que ce soit vous ou votre femme, il y a de fortes chances que vous ayez des horaires à rallonge, peu de congés et que vous passiez peu de temps ensemble, surtout après l'arrivée des enfants. Donc, entre la fatigue, le stress et le temps en commun qui devient presque inexistant, c'est quand même très facile pour des partenaires de s'éloigner l'un de l'autre et de réaliser au bout de quelques années qu'ils sont devenus des colocs. C'est pas évident de lutter contre la routine en France, je sais bien, mais ici c'est encore plus dur parce qu'on a peu de temps, comme je viens de le dire, pour le faire. Et je pense que si on n'a pas en plus les moyens de se payer des vacances de temps en temps ou de se créer du temps à deux, il y a plus de risques que le couple meure à petit feu. C'est pas une fatalité, mais d'après moi, c'est un des plus grands dangers qui vous attend ici si vous êtes en couple avec une japonaise et que vous travaillez au Japon. Passons maintenant à quelque chose de complètement différent auquel j'aurais pas du tout pensé si un Français ne m'en avait pas parlé. La nourriture. Ça n'a jamais été un problème pour moi, mais c'est vrai que si vous n'aimez pas trop certains plats japonais et que vous avez souvent envie de manger français, mais que votre copine ou votre femme, c'est le contraire, ça peut créer des petites tensions. Déjà, si c'est toujours elle qui fait la cuisine, soit elle devra s'adapter à vos goûts, soit vous devrez manger des trucs que vous n'aimez pas forcément. Si tu vomis là-dedans. Et si c'est vous qui cuisinez, vous risquez de vite tourner en rond et de faire souvent les mêmes plats, parce que l'autre n'aime pas telle ou telle chose, parce que vous ne trouvez pas tout ce que vous voulez pour cuisiner, ou simplement que ça coûte assez cher. Encore une fois, ce ne sera pas le cas de tout le monde, Si votre partenaire adore la nourriture française et vous avez les moyens d'acheter français ou d'aller au resto français régulièrement, ça ira. Mais si c'est pas le cas, c'est vrai que ça peut éventuellement être un petit souci en plus au quotidien. Passons maintenant à un autre très gros morceau, la belle famille. Il peut arriver que votre belle famille ne voit pas d'un très bon œil que vous sortiez ou que vous vouliez vous marier avec leur fille.
Ça devient plus rare, et même si j'ai vu des témoignages de gens qui parlaient de ça, toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis que je suis ici ont quand même d'assez beaux rapports avec leur belle famille, mais ça a parfois pris du temps, comme nous le disait Clément dans son interview il n'y a pas très longtemps. Au final, j'ai quand même du mal à imaginer qu'une famille japonaise n'accepte pas quelqu'un seulement parce qu'il est français. Par contre, ils peuvent très bien tiquer sur le fait que vous arriviez ici avec un visa étudiant, passé 30 ans, et surtout que vous n'avez pas de travail stable. En tant que Français qui débarque ici, même en étant prévenu, le rapport à la famille et surtout, je dirais, la relation entre les Japonaises et leur mère peut parfois étonner. C'est un peu difficile à expliquer, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours une forme de respect et presque de crainte de la part des Japonaises par rapport à leur mère. Depuis que je suis prof ici, je côtoie énormément de femmes japonaises, et que ce soit des jeunes de 25-30 ans ou des femmes de 60 ans, elles sont toutes très respectueuses de leur mère, ce qui me donne l'impression qu'il y a toujours une certaine distance entre elles. Bien sûr, je dis pas que les Françaises respectent pas leur mère, mais c'est juste que la relation me semble différente. La plupart des Japonaises vont vraiment faire attention à ce qu'elles disent à leur mère, essayer de lui faire plaisir, même si ça les saoule, ou même carrément lui obéir. Alors d'un côté, ce respect est très bien, mais d'un autre côté, dans le couple, ça peut créer des tensions à tous les stades de la relation. Certains Français m'ont déjà dit par exemple qu'ils aimeraient bien que leur femme tienne un peu plus tête à sa mère de temps en temps, parce qu'elle abuse. Il y a aussi des belles-mères qui sont un peu trop présentes, et certains couples qui vivent même dans la maison des parents. Tout ça, ça peut miner la relation, parce qu'en France, on est nettement plus indépendant vis-à-vis de ses géniteurs, et on n'hésite pas à les envoyer chier s'ils nous gonflent. C'est peut-être que moi et mes amis qui sommes comme ça, je sais pas, mais une chose est sûre, il est quand même très rare qu'un Français fasse des choix de vie en pensant d'abord à ce qui ferait plaisir à ses parents avant de penser à son propre bonheur. Même de nos jours, il y a encore beaucoup de Japonaises qui, passé un certain âge, subissent énormément de pression de la part de leur mère ou de leur famille, de leur entourage, pour se marier à tout prix, avec le premier venu s'il faut. Enfin, premier venu s'il a des thunes, faut pas non plus déconner. Et cette pression de la famille peut clairement pousser certaines femmes à vouloir se marier rapidement, juste pour être débarrassées de ça, même si c'est avec un mec pour lequel elles n'ont aucune attirance. Et donc si vous rencontrez une japonaise dans cette situation, vous risquez peut-être d'être ce fameux premier venu, et c'est pas forcément une bonne base de relation, parce que vous ne saurez pas si elle se marie pour être avec vous, ou juste pour avoir la paix. Vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui vous aime vraiment, mais elle peut être hésitante à aller plus loin si sa famille n'approuve pas votre relation, parce que vous ne correspondez pas au gendre modèle. Un japonais avec une bonne situation dans une grande boîte et aussi des économies. Vous allez me dire qu'on s'en fout un peu de la belle famille et que si votre partenaire vous aime vraiment, elle a qu'à l'envoyer chier. Oui, mais non. Déjà parce que votre copine japonaise aussi peut vraiment s'inquiéter de son avenir avec vous, même si elle a des sentiments pour vous. Comme on dit en France, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, eh bien, je trouve que c'est encore plus vrai ici, au moins dans les grandes villes. Ensuite et surtout, je dirais parce que c'est très difficile d'imaginer une japonaise tourner le dos à sa famille pour un mec pour plusieurs raisons, dont la forme de respect dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Puis même si elle le faisait, ce serait vraiment rajouter une grosse couche de difficultés supplémentaires dans votre couple si vous comptez avoir des enfants un jour. Parce que mine de rien, énormément de Japonais font appel à leurs parents au cours de l'éducation des enfants. Ils sont souvent là pour les garder quand ils sont petits et ils participent aussi plus ou moins aux dépenses pour l'éducation et les loisirs. Alors oui, ça dépend des familles, mais que ce soit dans ma belle famille, celle des Français à qui j'ai parlé, ou tout simplement à toutes mes élèves japonaises qui ont des enfants et des petits-enfants, je crois pouvoir affirmer sans trop me tromper que quand ils ont les moyens de le faire, les grands-parents mettent régulièrement la main à la poche. Ça peut être pour payer un voyage en famille, pour inviter tout le monde au resto pour un anniversaire, pour acheter un kabuto, ce casque que les petits garçons japonais ont et qui en sort pour décorer à l'approche du jour des enfants, ou bien sûr pour acheter le landosel, le fameux cartable des écoliers japonais. J'oublie sûrement des tonnes de choses, mais je trouve que beaucoup de grands-parents, ou même d'arrière-grands-parents, sont vraiment plus présents et importants dans la vie des familles avec enfants, par rapport à ce que j'ai vu en tout cas autour de moi en France. Et comme en plus en étant un couple international, on a déjà seulement 2 grands-parents dans le pays pour nous aider, alors que les couples 100% japonais en ont 4, s'ils sont toujours en vie, avoir une mauvaise relation avec eux ou carrément couper les ponts, c'est vraiment pas une bonne idée. Faut donc se mettre un peu à la place d'une japonaise qui pense à se mettre en couple avec un étranger, comprendre pourquoi elle ne veut pas s'opposer frontalement à ses parents et surtout quelles craintes elle peut avoir par rapport à cette relation. Autre sujet qui peut provoquer des tensions et sur lequel vous aurez peut-être des désaccords avec votre partenaire, c'est tout ce qui touche à la façon d'élever les enfants. Vous savez déjà que le système scolaire japonais est très différent, mais l'éducation à la maison l'est aussi sur certains aspects, et il faut donc bien discuter de ça avec l'autre pour être sur la même longueur d'onde. J'ai déjà fait une vidéo sur le fait d'avoir un enfant ici, où je parle en détail de la naissance jusqu'aux 5 ans de l'enfant, donc allez la voir après si ça vous intéresse, mais les différences commencent dès l'accouchement. D'entrée de jeu, la péridurale est très rare et pas forcément souhaitée par beaucoup de japonaises qui préfèrent accoucher naturellement. Ensuite se posera le choix de la maternelle ou de la crèche. Je vous renvoie à la vidéo dont je viens de parler pour les différences sur le coup
coût et le fonctionnement des deux. Selon ce qu'on choisit, le prix sera différent et aussi le temps de garde, ce qui aura une influence sur la capacité des deux parents à travailler à temps plein ou non, et donc sur les ressources du foyer. Viendra après le choix entre l'école publique ou privée. Pas les mêmes prix bien sûr, mais surtout pas les mêmes raisons d'envoyer son enfant dans le privé par rapport à la France. La sécurité n'entre pratiquement pas en jeu, sauf cas particulier, et ce choix sera surtout celui dans l'optique des études supérieures de l'enfant. Le mettre dans le public jusqu'au lycée coûtera moins cher, mais il faudra probablement lui faire prendre plus de cours du soir si vous voulez qu'il entre dans un bon lycée, puis une bonne fac, ce qui est très important pour beaucoup de Japonais et pour trouver un bon travail après. Pour les cours du soir, là aussi, on n'est pas du tout habitué en France, mais ici, certains enfants, ils vont plusieurs heures par jour pendant les week-ends et pendant leurs vacances pour préparer les examens d'entrée dans les établissements. Si on met son enfant dans le privé, ça peut aller du primaire à la fac, donc pas besoin de passer ces fameux examens une fois qu'on y est entré, mais les frais de scolarité sont plus importants. Vous l'aurez compris, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés, et il faudra en parler et se mettre d'accord. Même chose pour les activités extrascolaires. Les enfants japonais en font beaucoup plus qu'en France, et certains gamins vont à l'école, puis au cours du soir, ils font aussi 2 ou 3 activités. Ils peuvent être épuisés de faire tout ça, et ça peut être un peu tendu à la maison si vous voulez que votre enfant profite au maximum de sa jeunesse et soit libre de faire ce qu'il veut, mais que d'un autre côté, votre femme japonaise veut qu'il prenne des cours du soir et fasse plein de trucs pour entrer à tout prix dans un bon lycée. Mais en étant au Japon, vous serez probablement moins bien placé que lui ou qu'elle pour juger ce qui est bon pour l'avenir de votre enfant, et ça peut créer quelques petites tensions. À la maison également, même si c'est dur de généraliser, il est quand même très courant pour les enfants japonais de dormir avec leurs parents. En France, on veut absolument que le bébé dorme seul et on le laisse pleurer longtemps en attendant que ça passe, mais ici c'est pas du tout la norme. Donc ne soyez pas étonnés ou choqués, c'est comme ça. Et pas seulement quand il est bébé d'ailleurs, mais ça peut aller jusqu'au primaire et même beaucoup plus tard. Voilà, j'oublie encore sûrement plein de choses, mais s'il y a déjà quelques divergences d'opinion sur la façon d'élever un enfant dans un couple 100% français, il y en a beaucoup plus dans un couple franco-japonais qui vit au Japon. Rien d'insurmontable, mais comme toujours, il faut savoir s'y préparer, en discuter. La communication, c'est vraiment vital. Merci Captain Obvious. Le feu, ça brûle. Je plaisante, mais en fait c'est pas vraiment une évidence ici, et ça peut même être un vrai défi parce que déjà les couples japonais classiques sont beaucoup moins fusionnels que les couples français, et que parler de ses sentiments, de ses désirs ou d'autres choses avec son partenaire, c'est pas quelque chose d'automatique pour beaucoup de japonais et de japonaises. Pour les 2 derniers points de la vidéo, je vais sortir de grosses pincettes, mais je dois vous en parler. Le premier point qui risque de faire débat, c'est que les japonaises changeraient radicalement de personnalité après le mariage et après avoir eu des enfants. Beaucoup d'hommes japonais le disent et beaucoup d'étrangers en couple aussi. Donc même si c'est pas toujours le cas, il n'y a pas de fumée sans feu. Si on en parle un peu partout, c'est qu'il y a quand même, à mon avis, une partie de vérité là-dedans. Il y a un comédien japonais assez amusant qui comparait l'évolution des femmes japonaises à celle des Pokémon, et ça m'avait fait bien rire, et ça décrit pas trop mal ce qu'on entend dire à droite à gauche. Il disait qu'au début, elles sont mignonnes et gentilles, et on veut les protéger comme un petit salamèche. Après s'être mariées, elles se transforment en reptincelles, et affirment beaucoup plus leur personnalité, et après avoir eu des enfants, elles deviennent des dracofeux, et elles crachent du feu et donnent des ordres à leur mari. Bien sûr, c'est de l'humour, mais je pense que beaucoup de maris japonais ou français auront un petit sentiment de déjà-vu. Parce que c'est vrai qu'on entend par exemple beaucoup parler de maris japonais qui ont peur de leur femme et qui préfèrent rentrer chez eux le plus tard possible. Je connais aussi des Français en couple qui ont un drac-au-feu à la maison et qui se prennent régulièrement des réflexions agacées pour des détails alors même qu'ils sont occupés d'un tas d'autres choses à côté. Et vous vous doutez bien que ça leur fait pas vraiment plaisir, c'est le moins qu'on puisse dire. Passons maintenant au dernier point de cette longue vidéo, c'est tout ce qui touche au sexe. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas encore, seulement 2,9% des japonaises prennent la pilule, donc sortez couverts. C'est con à dire, mais en France, on part plus ou moins du principe que la femme prend la pilule, mais ici, c'est pas du tout le cas. J'ai déjà vu des gens dire sur le net que leur ex japonaise voulait leur faire un enfant dans le dos ou avait essayé de les piéger, mais s'ils ont couché avec elle sans capote, le responsable, c'est aussi et surtout eux, j'ai envie de dire. Donc, renseignez-vous bien, vérifiez avec elle, et puis si vous jouez avec le feu, assumez. La pilule du lendemain, ça existe aussi au Japon, et c'est plus simple à prendre depuis quelques temps, mais c'est très très loin d'être aussi connu et répandu qu'en France. Après, un truc qu'on entend souvent, et c'est là que je vais pas trop mouiller, c'est sur l'absence de relation dans le couple après le mariage, ou après l'arrivée des enfants. Je pense pas qu'il existe de chiffres spécifiquement sur les couples franco-japonais. Par contre, ce que je peux vous donner, c'est des chiffres pour les couples japonais. Parce que dans un couple franco-japonais, il y aura forcément un japonais. Donc ça reste quand même assez pertinent, je pense.
et ces chiffres sont vraiment pas très rassurants. D'après certaines enquêtes récentes, 68% des couples japonais ne feraient jamais ou pratiquement jamais l'amour. Même dans les couples mariés depuis moins de 3 ans, ils sont déjà 50% à ne rien faire. Je pense que pour une majorité de Français, le sexe est un élément important, voire vital dans le couple. Je sais de sources sûres que pas mal de couples franco-japonais ne font pas grand-chose dans la chambre à coucher non plus, donc c'est quelque chose auquel il faut réfléchir et vraiment se retrousser les manches pour entretenir le désir, parce que ça demande encore plus d'efforts ici qu'en France. Sans être un expert, et même s'il y a plein d'autres raisons à l'absence des rapports dans beaucoup de couples, on peut déjà citer ceux dont j'ai parlé dans la vidéo. Le fait de dormir avec les enfants, le manque de communication, les critères pour choisir un partenaire qui sont plus liés à sa carrière qu'à son caractère, aux sentiments ou à l'attirance physique, et évidemment les horaires de travail, entre autres. Le truc positif, c'est que dans un couple franco-japonais, je pense qu'il y aura au moins une volonté du côté français d'éviter d'en arriver là. Et ça peut faire toute la différence par rapport au couple japonais. Un dernier truc très différent entre les deux pays pour en terminer avec ce sujet, c'est que toutes les japonaises avec qui j'ai pu discuter de ça jusqu'à maintenant m'ont dit qu'elles ne parlaient pas du tout de sexe avec leurs partenaires, ni même avec leurs amis. Plusieurs Français m'ont aussi dit la même chose. Leurs copines ou leurs femmes japonaises avaient beaucoup de mal à parler de tout ça avec eux au début, et elles ne l'avaient jamais fait avec leurs ex, ni avec leurs copines, où ça restait très superficiel. Donc faut pas s'étonner qu'un tas de relations finissent en 5 contre 1 d'un côté et en solo de mandoline de l'autre, ou bien en tromperie des deux côtés. Pour les Japonais et les Japonaises, c'est souvent une fatalité, et certains le vivent d'ailleurs très bien au final, mais pour les Français et les Françaises, ça va rapidement devenir un gros problème dans la relation ou une cause de séparation. J'imagine que certains couples ici continuent à faire trembler les murs même après 10 ou 20 ans de mariage, et tant mieux pour eux, mais faut pas se leurrer, c'est pas du tout la norme. Voilà, j'ai peut-être oublié des trucs, mais je pense avoir abordé la plupart des thèmes qui causent le plus souvent des soucis dans les couples franco-japonais. Après, j'espère quand même que vous avez tous compris qu'il n'y a pas que des problèmes. Je vous rappelle quand même que le sujet de la vidéo, c'est les difficultés des couples franco-japonais. Donc, forcément, j'ai parlé que des côtés négatifs, mais il y a évidemment des côtés positifs aussi. Déjà, le français du couple peut apprendre énormément de choses sur la culture japonaise, les comportements et le fonctionnement de la société en général. Il peut progresser en japonais en parlant avec sa femme et ses proches, et aussi découvrir plein de trucs sur son pays d'adoption. Du côté du partenaire japonais, il peut aussi apprendre des choses sur la culture française, évidemment, et avoir un partenaire qui est peut-être plus attentionné et plus investi dans la relation. Ça lui permettra aussi d'avoir l'esprit plus ouvert et peut-être d'échapper un peu à la pression et au conformisme qu'il peut y avoir au Japon. Pour les enfants, évidemment, je pense qu'avoir deux cultures est vraiment un atout. Enfin, dernier point, s'il y a une différence d'âge dans le couple, c'est pas vraiment un problème, je trouve, au Japon, puisque ce sont surtout des différences culturelles qu'on ressentira. Enfin voilà, aujourd'hui j'ai choisi de parler seulement des problèmes, mais tout n'est pas noir non plus. C'est comme tout. Allez, le mot de la fin, j'en profite pour lancer un appel. Si vous êtes dans une relation franco-japonaise et que vous aimeriez témoigner seul ou en couple sur ma chaîne, je serai plus que ravi de vous interviewer pour avoir votre point de vue sur tout ça, que vous soyez d'accord avec ce que j'ai dit ou au contraire pas du tout. Ce serait même encore plus intéressant, donc ne soyez pas timide et laissez-moi un commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon. Salut à tous!